Je fais de la recherche à l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand depuis le 1er mars, mais j'y ai aussi fait ma thèse de 2015 à 2018 sur des sujets de modélisation de croissance de plantes en environnement de gravité réduite. Et tout ça dans le cadre du projet Mélissa de l'ESA dont je vais parler un petit peu plus tard. Et voilà, donc comme Philippe l'a dit, je suis partie 3 ans en postdoctorat à la NASA et je suis revenue. Je travaille toujours un peu sur des thématiques proches. Et donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment du rôle des plantes dans l'exploration martienne et comment est-ce qu'on les intègre dans des systèmes support vie. Euh, alors, ok, voilà, j'arrive à passer le slide. Donc, j'imagine que toutes les personnes présentes ce soir sont au courant des plans des différentes agences et notamment du plan récent de la NASA avec Artemis d'aller explorer la Lune puis aller vers Mars avec un plan qui est bien défini, peut-être qui sera sans doute en retard, mais qui est en tout cas défini, avec une première étape qui devrait arriver cette année avec le vol de SLS. Et puis, petit à petit, développer une espèce d'habitat analogue sur Gateway, sur la surface lunaire, pour préparer des missions martiennes longue durée. Donc, il y a encore pas mal de travail avant d'arriver à ça. Et une des problématiques, c'est vraiment maintenir en vie les êtres humains qu'on va envoyer, et notamment qu'on va envoyer dans des habitats qui pourraient ressembler à ça. Donc là, on a une vue d'artiste d'un habitat martien qui a été réalisé par la NASA. On voit donc plusieurs modules qui sont connectés. On voit le fameux rover dont vous discutiez au début, le rover pressurisé pour les astronautes. On voit une façon d'entrer dans son scaphandre qui est proche de celle qu'on peut retrouver par exemple à l'université du North Dakota, qui permet de ne pas faire rentrer le scaphandre à l'intérieur de l'habitat et de limiter la contamination avec la poussière. Par contre, ce qu'on ne voit pas, ou alors c'est très bien caché, c'est une serre pour faire pousser de la nourriture sur Mars. Donc soit c'est un des modules qui est bien recouvert, soit c'est un tout petit module de croissance qui est intégré dans l'habitat. Mais sur cette représentation, ça n'y est pas. Ça, c'est un des, je ne vais pas dire des problèmes, mais c'est une des critiques qu'on peut faire à de nombreux scénarios qui ont été imaginés, c'est qu'on a peu pris en compte l'aspect production de nourriture sur place. Alors que sur des missions de cette durée-là, la production de nourriture sur place, sur Mars, va s'avérer vraiment cruciale pour l'exploration. Alors, pourquoi je dis ça? On va revenir juste à la base des besoins, de matière, en fait, d'un être humain par jour. Il nous faut 800 grammes d'oxygène, il nous faut 600 grammes de matière sèche et 3,2 kg d'eau. Donc, quand je dis 3,2 kg d'eau et 600 grammes de matière sèche, là, on a vraiment séparé la partie humide de la nourriture de la partie sèche. Donc, les 3,2 kg d'eau, ce n'est pas de l'eau qu'on va boire, c'est aussi, ça contient l'eau qui est contenue dans la nourriture. Et ce qu'on va produire comme déchets, c'est 900 grammes de dioxyde de carbone, 3,6 kg d'eau et 100 grammes de matière sèche. Donc là, si on considère une mission, par exemple avec un équipage de 6 personnes qui va durer 1000 jours, mission martienne, on se retrouve avec 30 tonnes. Et ce que je viens de vous dire auparavant, c'est
les chiffres que je viens de vous donner, c'est vraiment juste la masse nécessaire pour respirer, boire et manger. Là, dans les 30 tonnes, on n'a pas la masse nécessaire pour l'eau d'hygiène, pour les expériences scientifiques et le reste. Donc, il nous faut un système qui va permettre de recycler l'eau qu'on emporte, qui recycle l'atmosphère, qui traite les déchets et qui produit de la nourriture. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel. Sur la station spatiale à l'heure actuelle, on a des technologies qui sont testées et qui sont utilisées pour le recyclage de l'eau notamment, qui fonctionne très bien. On recycle l'urine et le condensat de l'atmosphère. On recycle aussi une partie de l'atmosphère avec en capturant le dioxyde de carbone, et avec des procédés chimiques, on génère de l'oxygène. Voilà, une partie de l'atmosphère est recyclée sur la station. Par contre, en ce qui concerne le traitement des déchets, tout est brûlé dans l'atmosphère et on n'a pas de production de nourriture en tant que telle sur la station. On apporte la nourriture et ce qui est produit, c'est vraiment anecdotique. Donc là, il y a le projet MELISA de l'Agence spatiale européenne qui travaille sur ces aspects-là depuis plus de 30 ans. MELISA, c'est l'acronyme de Micro-Ecological Life Support System Alternative. L'idée de la boucle MELISA, on dit la boucle MELISA parce que c'est vraiment une boucle fermée, c'est de traiter les déchets d'un équipage d'astronautes. Donc, ça compte les déchets fesses et urine des astronautes, mais aussi les déchets de nourriture. Donc, avec des procédés aérobie et anaérobie et de nitrification, donc avec des micro-organismes, de dégrader ces déchets jusqu'à obtenir des substances qu'on peut donner en nourriture à des microalgues et à des plantes. Microalgues et plantes qui, avec la photosynthèse, vont utiliser le dioxyde de carbone de l'équipage pour produire de l'oxygène, de la nourriture et de l'eau. Comme les plantes transpirent, elles produisent de l'eau pure qu'on peut utiliser. Voilà, donc vraiment le projet Mélissa, il est basé sur un écosystème lacustre. Donc, c'est un écosystème artificiel qu'on reproduit là, en se basant sur un écosystème naturel. On essaie de reproduire ça à l'heure actuelle à Barcelone. Enfin, c'est pas on essaye de reproduire, c'est que c'est reproduit à Barcelone, à l'Université autonome de Barcelone, avec plusieurs compartiments qui sont connectés, notamment le compartiment nitrification, C3, qui est connecté au compartiment C4A des microalgues, avec un compartiment équipage qui est à l'heure actuelle composé de rats. En termes de métabolisme, il faut 40 rats pour un être humain. Donc pour l'instant, comme le système du Melissa Pilot Plant, comme il s'appelle à Barcelone, comme ce système-là est à une échelle plus petite que ce qu'il nous faudrait pour un équipage de 6 personnes, on a quelques rats qui représentent ce compartiment de consommateurs. Alors, les plantes dans l'espace, on en a. Et à l'heure actuelle, on en a même qui poussent sur la station. On a notamment 2 systèmes principaux à l'heure actuelle. D'ailleurs, ce sont d'ailleurs à l'heure actuelle les seuls, puisque l'ADA est en retraite, le système russe. Donc, on a VEGI et APH pour Advanced Plant Habitat. Les 2 systèmes sont des systèmes de la NASA. Donc, vous voyez VEGI sur les 2 photos du haut. VEGI peut contenir 6 plantes qui poussent dans des espèces de coussins. Des coussins où à l'intérieur, on a une espèce de gravier. Les plantes dans VEGI sont arrosées à l'aide de seringues.
on prend l'eau dont on a besoin dans une seringue et on l'injecte dans ces coussins. Donc ça permet de ne pas avoir à manipuler d'eau en dehors d'un circuit fermé. Et à l'intérieur de ce gravier, on ajoute aussi de l'engrais pour que les plantes puissent pousser. Dans Veggie, ce qu'on fait pousser principalement, ce sont ce que les Américains appellent des leafy greens, donc c'est des plantes à salade. Je n'ai pas une meilleure traduction en français, donc ça va être pas seulement des laitues, mais ça va être aussi de la mizuna, qui est une famille de la moutarde. On va pouvoir aussi avoir du pak choi, qui se mange aussi en salade. Voilà, donc ce genre de légumes. Dans le Advanced Plant Habitat qu'on voit sur les 2 photos du dessous, on va plutôt faire pousser des plantes dans un but de recherche fondamentale en biologie. Veggie, c'est un système de démonstration technologique pour la production de nourriture en orbite. APH, Advanced Plant Habitat, c'est vraiment une enceinte tout à fait contrôlée qui permet de faire des expériences très précises en biologie fondamentale. Donc là, on va faire pousser, par exemple, sur la photo en bas à gauche, la plante qui pousse, c'est Arabidopsis, c'est une plante modèle. Ce n'est pas une plante qui est comestible, mais c'est une plante qui est très connue par les biologistes. Le génome est totalement séquencé, donc ça permet de faire d'avoir des résultats qu'on peut comparer avec des expériences précédentes ou avec des expériences faites dans d'autres situations. Sur la photo en bas à droite, vous avez du blé qui a poussé dans le Advanced Plant Habitat. C'était aussi pour une démonstration. Donc voilà, on a ces deux systèmes-là qui permettent de faire pousser des plantes sur la station. Et vous ne l'avez sans doute pas loupé, l'année dernière, on a eu les premiers fruits qui ont poussé en orbite basse, qui étaient des piments, des chili peppers. Alors, on les voit bien sur la photo qui est à droite, là. C'était nos 4 plants de piments qui ont poussé jusqu'à maturité. Vous voyez, il y avait encore des fleurs qui poussaient à ce moment-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, ils ont poussé dans APH, dans Advanced Plant Habitat. On était aussi sur une démonstration de faisabilité, là, plus que sur une expérience scientifique avec des hypothèses à tester, etc. On a quand même récolté des données sur la photosynthèse et d'autres paramètres qui vont nous permettre de comprendre mieux ce qui s'est passé sur ces piments. Mais vraiment, le but principal, c'était de montrer qu'on est capable de faire pousser des fruits en orbite basse. L'expérience a été aussi une des plus longues avec des plantes, d'ailleurs la plus longue. Elle a commencé début juillet, elle s'est terminée fin novembre. Et pendant tout ce temps, on a donc des plants de piments qui ont poussé. Il faut savoir qu'ils ont démarré vraiment à partir d'une graine, hein. Tout avait été envoyé. Et puis, donc, plusieurs graines ont germé. Les astronautes ont coupé les plantes qui n'allaient pas aller plus loin. Alors ça a été décidé par l'équipe de scientifiques au sol à Kennedy Space Center, le groupe où je travaillais juste avant. Et puis, on a gardé donc les plants qui étaient le plus aptes à aller plus loin. Et ensuite, quand des fleurs ont commencé à se former, on avait prévu de la ventilation à l'intérieur pour que le pollen bouge et pollinise les fleurs. Et on avait peur que ce ne soit pas assez. Donc, les astronautes ont pollinisé à la main plusieurs fleurs pour pouvoir avoir des fruits. Là, les piments que vous voyez, ils sont rouges, donc on est vraiment vers la fin de l'expérience. On a réussi à avoir 2 récoltes. Une récolte avant le départ de Thomas Pesquet et de son équipe, et puis une récolte à peu près 1 mois après avec les piments, le reste des piments. Et les astronautes étaient vraiment ravis et ils ont fait des tacos. Et on en voit un sur la photo à gauche. Et ils étaient ravis parce que les piments avaient du goût qu'ils pouvaient sentir. Ça, c'est une des remarques qu'on a beaucoup parce que quand on passe 6 mois en orbite basse, en apesanteur,
on a les fluides qui remontent vers le haut du corps et ce qui ressort, c'est que les astronautes se sentent comme enrhumés pendant toute leur mission et donc ils ont des problèmes de perception du goût et de l'odorat. Le condiment préféré, c'est le tabasco et donc ils nous avaient demandé des plantes qui ont du goût, des plantes qui, voilà, qui sont un peu fortes et donc c'est pour ça qu'on s'oriente aussi vers des plantes type la Mizuna mustard, la moutarde Mizuna qui a un goût vraiment, caractéristique un peu comme de la roquette, donc très fort, hein, pour une salade. Donc là, on a fait pousser des piments et donc les astronautes étaient ravis, ils nous ont dit qu'ils aimaient bien avoir des plantes, qui soient bien fortes et puis, ils étaient aussi ravis de les voir pousser. On a vraiment eu une très bonne dynamique, là-dessus. Plus récemment, vous avez dû voir passer cette information aussi, on a des chercheurs de l'université de Floride qui ont réussi à faire pousser, encore une fois, de l'Arabidopsis dans, du régolithe lunaire. Heu, donc là, ils ont fait plusieurs tests, hein. On avait, heu, régolithe lunaire plus pur, du régolithe lunaire qui était coupé et puis, le contrôle avec, du sol normal. J'ai mis la photo de droite pour qu'on s'aperçoive vraiment de l'échelle, enfin de la taille de ces plantes. Elles sont toutes petites. Le régolithe lunaire, le vrai régolithe lunaire, il y en a vraiment très, très peu. Donc là, ils ont réussi à avoir quelques échantillons et donc ils les ont fait pousser dans des petits tubes qui étaient minuscules. Donc là, on a une très bonne expérience de biologie fondamentale, hein, où heu, on a démontré que, cette plante Arabidopsis pouvait pousser sous certaines conditions dans du régolithe lunaire. Mais bien sûr, on n'est pas encore à de la démonstration de production de nourriture dans du régolithe lunaire. Là, il y a quand même, plusieurs étapes avant d'arriver, à ça. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle et c'est un papier qui est très, très bien écrit et très intéressant. Je vous le conseille si ça vous intéresse de vous plonger dedans. C'est vraiment, fabuleux comme travail. Donc voilà, ça c'est pour la transition, entre ce qui se fait sur la station et puis le travail, qu'on a maintenant, sur, sur, des des aspects plus planétaires. Au sujet du régolithe martien, bon, on n'en a pas, en échantillon bien sûr. Par contre, il y a plusieurs, répliques de régolithe martien qui existent et qui sont utilisées pour, faire pousser, des plantes dans différentes conditions. Mais le régolithe, martien, le simuli de régolithe martien qui est disponible ne correspond pas toujours à la vraie chimie du sol martien, ni à, sa taille de grain. Alors on va avoir certains types de régolithes, de simuli de régolithes qui vont être très bien en termes de taille de grain, mais qui ne vont pas correspondre d'un point de vue chimie. En général, ceux-là, ils sont utilisés pour tester des rovers, par exemple. Ensuite, on va avoir le régolithe martien qui, d'un point de vue chimie du sol, correspond bien. On va l'utiliser pour les plantes notamment, mais d'un point de vue grain, on ne va pas être exactement, sur une bonne représentativité. Donc là, c'est pareil, il y a énormément de groupes de recherche qui travaillent dessus et qui ont plus ou moins de succès sur, la croissance des plantes dans ces simili de régolithe martien. Par contre, hem on ne peut pas dire que, enfin, si on a des plantes qui poussent dedans, on ne peut pas affirmer que ça va marcher sur, du vrai régolithe martien. Heu, à l'heure actuelle, ce qui se fait pour, ce qui est envisagé pour le projet Melissa, par exemple, ou même pour les groupes, comme, le Kennedy Space Center de la NASA, c'est de faire pousser des plantes avec des systèmes hydroponiques, parce qu'avec une solution hydroponique, on contrôle, très facilement ce qu'il y a dans la solution. Donc, la culture hydroponique, c'est quand on a les racines qui baignent directement dans de l'eau avec les nutriments pour les plantes. On peut la faire en couche mince et utiliser très peu d'eau et comme ça, on contrôle très bien, leur irrigation et heu, leurs, leurs nutriments
Et ça permet aussi de limiter le développement de micro-organismes qui pourraient se développer dans du sol où tout ne serait pas très bien contrôlé. Donc ça, c'est vraiment si on se place dans un cadre d'écosystème artificiel où tout doit être très, très contrôlé. On veut pouvoir contrôler aussi la solution nutritive des plantes. Donc utiliser le régolithe martien pour faire pousser des plantes dans un deuxième temps seulement. En premier, on va aller sur la solution la plus simple qui est d'utiliser de l'eau qu'on va recycler. Alors, sur la station à l'heure actuelle, je le disais tout à l'heure, la nourriture qui vient des plantes, c'est vraiment un bonus. Leur nourriture, elle ressemble à ça principalement. C'est des repas qui sont déjà prêts ou alors qui sont assemblés très facilement, qui sont juste à réchauffer ou à ajouter de l'eau chaude et c'est tout. On est vraiment très loin de ce qu'on pourrait appeler notre vision à long terme, qui pourrait ressembler soit à la vue d'artiste en bas à droite, soit à celle en haut à gauche, avec donc plusieurs types de plantes qui poussent, avec par exemple des robots qui vont venir aider dans l'entretien des plantes, que ce soit pour surveiller leur état de santé ou pour la récolte ou pour les semences. Voilà, il y a énormément de choses qui sont à étudier et avant d'en arriver là, voilà, on a encore beaucoup de travail. Mais c'est un petit peu ce vers quoi on tend. En revanche, avoir une serre comme celle qui est sur la vue d'artiste en bas à droite, c'est peu probable parce que un matériau transparent comme ça serait probablement pas assez protecteur vis-à-vis des radiations. Donc, ce qui est envisagé dans les scénarios actuels, c'est plutôt des serres soit souterraines, soit recouvertes de régolithe martien et avec de l'éclairage soit artificiel, où on aurait des LED par exemple, soit de l'éclairage solaire mais indirect, qui serait transmis par des fibres optiques par exemple. Alors, je disais qu'on avait beaucoup de choses à régler avant de pouvoir faire pousser des plantes sur Mars et puis dans le trajet pour Mars aussi. Par exemple, ici, vous avez un problème de petite graine qui a germé, mais qui n'est pas allée plus loin parce qu'il n'y avait pas assez d'eau qui lui est parvenue. Donc ça, on est sur le système Veggie. Je vous parlais des coussins dans lesquels les plantes poussent tout à l'heure. Donc ça, c'est un des coussins. Et donc là, l'eau n'a pas été transmise par capillarité et donc notre graine a séché. C'est ce qui arrive. Je vais y revenir, mais on a quelques soucis avec tout ce qui est eau et air en orbite basse. On peut aussi avoir le problème inverse, un excès d'eau, si par exemple le ventilateur s'est arrêté et qu'on ne s'en est pas aperçu. Trop d'eau dans le système de culture et donc on a des soucis ensuite de micro-organismes opportunistes qui vont se développer, donc des champignons, de la moisissure. Et donc là, c'est un problème parce qu'une fois qu'on a ces spores, ils vont se répandre un petit peu partout et donc c'est très dur de nettoyer tout ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte pour les futurs systèmes de culture de plantes, c'est le nettoyage. Comment est-ce qu'on arrive à passer d'une culture à l'autre? Comment est-ce qu'on arrive à nettoyer entièrement le système pour éviter d'avoir des contaminations d'une culture à l'autre, d'un cycle de croissance à l'autre? C'est vraiment des choses qui sont à prendre en compte et qui ne le sont pas nécessairement dès le design des systèmes à l'heure actuelle. Là, je vous ai mis une photo du dispositif que j'utilisais à Kennedy Space Center. Donc, je vais vous dire 2 mots dessus et pourquoi je l'ai placé là et ce que je faisais avec. Donc, je viens de vous parler des problèmes qu'on avait avec l'irrigation et avec les ventilateurs qui s'arrêtaient ou alors qui séchaient trop. Quand on est en impesanteur, on a donc la convection naturelle qui est
qui n'existe pas tout simplement, hein. La convection naturelle, c'est pour, l'air par exemple, l'air chaud qui va monter, l'air froid qui va descendre. Sur Terre, ça se fait naturellement, il y a pas de problème. Quand on est, en apesanteur, on n'a plus ce mouvement naturel. Donc si on a notre ventilateur qui est dans notre système de croissance de plantes qui s'arrête, on va avoir, des problèmes d'air stagnant autour des plantes. Ça va être problématique pour la photosynthèse, mais on va aussi avoir, l'eau donc qui se comporte différemment. On a les forces de capillarité qui sont les forces principales et donc l'eau au niveau des racines va s'agglutiner autour des racines et les étouffer. Donc si on n'a pas, un enfin là on revient sur la taille des grains à l'intérieur des coussins de veggie par exemple. Si la taille des grains n'est pas adaptée, on va avoir trop d'eau et pas assez d'air, ou alors on va avoir trop d'air et pas assez d'eau. Donc les racines vont soit sécher, soit être asphyxiées. Donc il faut vraiment trouver la limite, qui permet d'éviter, heu, une situation ou l'autre. Dans le cas, de l'air, moi, c'est ce qui m'a intéressée, heu, pendant que j'étais au Kennedy Space Center. Les mouvements d'air et comment, ils changent en fonction de la gravité, qu'on soit sur la Lune, sur Mars ou, en apesanteur. Donc là, ce que vous avez, c'est, une plante qui est dans une enceinte, qui est reliée à un analyseur de gaz infrarouge. L'analyseur de gaz va analyser le CO2, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau qui rentrent et qui sortent de cette enceinte. Comme ça me donne une indication de la photosynthèse du niveau de photosynthèse de cette plante. Je sais combien de carbone elle a absorbé et combien d'eau elle a transpiré. Et vous voyez qu'il y a plusieurs ventilateurs qui sont placés dans cette enceinte. Et donc, en faisant varier l'intensité de ces ventilateurs et en faisant varier la position en fait, de ces ventilateurs, ça me permettait d'avoir différents régimes de flux d'air à l'intérieur de cette boîte. Et comme ça, de relier la transpiration et la photosynthèse au flux d'air. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si je crois je l'ai dit. Donc ma thèse, à Clermont-Ferrand, c'était sur la modélisation, de croissance de plantes en environnement de gravité réduite. Et donc moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est, d'utiliser des modèles pour comprendre comment se comportent les plantes dans des environnements qui ne sont pas standards. Et donc là, j'ai essayé je faisais cette expérience pour avoir des données en gravité terrestre, pouvoir valider le modèle et ensuite utiliser ce modèle pour faire des simulations et savoir ce qui se passe sur Mars, sur la Lune ou ailleurs. Donc ça, c'était le projet sur lequel je travaillais, le projet principal. J'en ai fait d'autres, notamment un autre important dont je vais vous parler. Et voilà, donc vraiment ces aspects de convection forcée, de convection naturelle et comment tout ça change dans des gravités, enfin dans des environnements de gravité qui sont inférieurs à la gravité terrestre, ça c'est important et ça va aussi compter pour la culture des plantes sur Mars. Donc, je vais faire une petite parenthèse modèle pour vous parler un petit peu de ce que je fais et voilà, pour comprendre un petit peu ou pour expliquer plutôt, pour expliquer comment les modèles nous aident et comment ça se construit un modèle de croissance de plantes, voilà, en gravité réduite ou pas, hein. On va devoir, en fait, pour pouvoir construire ces modèles, on va considérer plusieurs sous-modèles. Donc on va considérer la lumière qui arrive sur la plante. Là, on a un modèle, une loi de Beer-Lambert. On va considérer l'énergie radiative, hein, qui émane de la plante, mais celle qui vient de l'extérieur aussi. Donc là, on est sur du Stefan Boltzmann. On va regarder les échanges gazeux et c'est ce dont je parlais et je vais y revenir un petit peu en détail tout à l'heure. Donc là, on est sur les lois de diffusion de Fick. On doit faire un modèle de couche limite aussi.
On va regarder la production de glucose dans la plante. Donc là, on va faire des équations chimiques, donc ce qu'on appelle les stoichiométries. On va regarder l'absorption de l'eau et donc on est sur des lois de Poiseuille. Donc tous ces modèles, ils vont devoir être mis ensemble et puis couplés pour que ça fonctionne et décrire une croissance de plante. Et ensuite, il faut aussi qu'on regarde nos paramètres d'entrée. Donc, les paramètres d'entrée, ça va être l'environnement dans lequel pousse la plante, donc la température, l'humidité de l'air, mais aussi la pression atmosphérique, la composition atmosphérique. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, le flux d'air, la gravité, ça c'est un des paramètres d'entrée de ce modèle. Et puis les dimensions de la taille, les dimensions de la chambre de culture, parce que la taille de cette chambre va avoir une influence sur le régime de ventilation, le régime de flux d'air, et donc influencer la photosynthèse. Alors rapidement sur la construction du modèle des échanges gazeux. Donc on a absorption de CO2 et on a une transpiration de vapeur d'eau et une production d'oxygène. La ligne qui est dessinée au-dessus de la feuille, c'est pour représenter la couche limite. Donc la couche limite, on peut dire que c'est une couche d'air stagnant qui est au-dessus de la feuille. Plus elle est épaisse, plus les échanges gazeux vont prendre du temps. Plus elle est mince, plus les échanges gazeux vont être rapides, pour simplifier. Donc, avec ça, on fait un bilan de masse. Et donc, on a une équation qui va gérer les échanges gazeux, qui décrit les échanges gazeux en fonction des gradients de pression partielle entre la surface de la feuille et l'extérieur. Donc ça, c'est ce que ce terme-là dit, c'est que les échanges gazeux vont dépendre du gradient de pression partielle entre le CO2 qu'on a au niveau de la feuille et le CO2 qu'on a dans l'air, entre la vapeur d'eau qu'on a dans l'air et la vapeur d'eau qu'on a au niveau de la feuille, etc. Et ces échanges gazeux dépendent de la taille de cette couche limite. Et cette couche limite, elle dépend, enfin la taille de cette couche limite, son épaisseur, elle dépend de la gravité et elle dépend de la convection forcée, donc le fameux flux d'air dont je parlais tout à l'heure. Donc vraiment, ces équations sont juste là pour dire pour décrire ce que j'ai dit tout à l'heure. On a des échanges gazeux et ces échanges gazeux dépendent des conditions de gravité et de ventilation dans l'air. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un bilan d'énergie et on regarde toutes les énergies qui vont impacter cette plante ou cette feuille, en l'occurrence. Et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On a l'énergie incidente, on a l'énergie radiative, on a aussi l'énergie qui est liée à la convection et celle qui est liée à la transpiration. Et à partir de là, on va pouvoir, en couplant ce bilan de masse et ce bilan d'énergie, on va pouvoir avoir une équation qui décrit la température de surface de la feuille en fonction du taux de transpiration, en fonction de la quantité d'eau présente dans la feuille, en fonction de l'énergie, de la lumière incidente, et puis bien sûr de l'épaisseur de couche limite. Pour aller un petit peu plus loin sur mais je ne vais pas m'attarder sur le bilan d'énergie. On a l'énergie incidente qui vient des photons. On a l'énergie radiative, on a l'énergie de convection et l'énergie de transpiration. Elles ont cette forme-là d'un point de vue des équations. Je les ai mises si ça intéresse certaines personnes. Au niveau de l'énergie des photons, en fait, là, on prend en compte le spectre lumineux. Donc, ce terme-là nous dit que l'énergie va dépendre de quelle longueur d'onde est présente et en quelle quantité. Au niveau de ce terme-là, on voit bien que l'énergie va dépendre de la température
de la feuille, mais aussi de la température extérieure. Au niveau de la convection, on est aussi sur une dépendance en température, mais on a la couche limite qui rentre en compte ici. Et puis, au niveau de la transpiration, c'est là qu'on est couplé avec le bilan de masse parce qu'on a un taux de transpiration qui est ici. Et donc, l'équation de tout à l'heure, mais mise en forme équation différentielle, elle se présente comme ça. Donc, on peut décrire l'évolution de la température de feuille en fonction du temps en faisant un bilan d'énergie. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu comment se construit un modèle sur des plantes, un modèle mécanistique, et quels sont les types d'équations qui entrent en jeu et comment on assemble tout ça pour pouvoir comprendre ce qui se passe et comment on intègre la gravité dans ces équations, dans ce modèle. Alors, le projet d'après, j'ai dit tout à l'heure, il y avait un projet principal et puis un deuxième projet. Le projet d'après, c'était de se dire, mais si on change et au lieu d'avoir une plante entière, on a une petite canopée avec des petites plantes comme ça qui s'appellent des microgreens. Est-ce que on peut aussi mesurer la photosynthèse de cette petite canopée? Alors, les microgreens, j'en parle juste après, donc j'y vais. Les microgreens, ce sont des petites plantes que vous avez probablement vues sur les marchés ou alors dans certains restaurants ou chez vous si vous connaissez bien. C'est des petites plantes qui sont semées de manière très dense et qui poussent entre 7 et 14 jours, pas plus. On les récolte avant que ce qu'on appelle la vraie feuille émerge. Là, les petites feuilles que vous voyez, ça s'appelle des cotylédones en anglais. Je ne connais pas le terme en français. Donc on les récolte comme ça, voilà, soit au couteau, soit au ciseau. Et puis ça se mange en salade. Alors ce qui est très intéressant pour le spatial, c'est que entre 7 et 14 jours, on a des plantes qu'on peut manger, donc ça pousse très rapidement. On peut agrémenter des salades ou n'importe quel autre plat avec. Et comme c'est des plantes qui sont toutes petites, elles sont très riches en nutriments, elles sont très riches en goût aussi. Donc si on fait pousser par exemple une plante qui s'appelle de la moutarde wasabi, comme son nom l'indique, elle a un petit goût de wasabi et donc elle est très pimentée. Donc ça, typiquement, c'est le genre de plante qui peut être intéressant pour les astronautes parce que ça va changer le goût de leur aliment et mettre un petit peu de diversité dans leur régime alimentaire. Donc, on a ces plantes-là qui sont étudiées au Kennedy Space Center et ailleurs et qui sont vraiment des plantes candidates pour les voyages longue durée. Et donc, on s'intéresse à ça. Avec 1,6 g de graines, on peut faire pousser jusqu'à 76 grammes de matière comestible. Donc, c'est intéressant. Après, vous allez me dire, bien sûr, il faut emmener toutes ces graines. Donc, ça, c'est un autre aspect à étudier. Mais quand vous voyez donc ces petites plantes, vous vous dites, OK, donc là, si on veut mesurer les échanges gazeux, il va falloir qu'on isole la partie racinaire, hein, qui est cette partie-là, la partie racinaire avec le substrat, de la partie aérienne. Parce que sinon, je reviens à mon système de mesure de transpiration et de CO2. Si on ne sépare pas cette partie racinaire de la partie aérienne, on va mesurer en fait l'évaporation qui vient de ce substrat-là. On ne va pas mesurer que la transpiration. Donc, on a réfléchi à développer une boîte qui permettrait de faire pousser ces plantes qui sont très denses et en même temps qui permettrait de séparer la partie aérienne de la partie racinaire. Alors, on a au Kennedy Space Center des
des systèmes qui permettent de faire pousser ces microgreens en environnement contrôlé. Donc ça, c'est une photo de différents microgreens dans une chambre de culture avec des LED pour les faire pousser. Et là, elles poussent avec un système hydroponique. Mais c'était pas de ça dont on avait besoin. Donc, on a développé les deux systèmes que vous voyez en bas à gauche, deux systèmes différents. À chaque fois, ils ont des petits trous, donc ça permet de semer les graines dans chacun des trous. On a aussi développé un système pour semer ça plus rapidement. Et puis ensuite, les plantes vont pousser et sortir de ces trous, et on va avoir une séparation entre la partie racinaire et la partie aérienne. Et donc, je reviens rapidement à la photo que je vous ai montrée avant. C'est dans l'enceinte-là, les plantes sont déjà dans une boîte qu'on avait conçue, un des premiers prototypes. Voilà. On s'est rendu compte en faisant ça que ça pourrait peut-être nous servir pour la récolte de ces plantes. Parce que imaginez un instant que vous êtes sur la station ou que vous êtes en voyage entre la Terre et Mars, donc en apesanteur, et que vous devez récolter des microgreens. Je vous laisse imaginer la scène. Et voilà, vous les avez qui volent partout. Donc ça, ce serait problématique. On ne peut pas avoir des débris qui volent partout. On peut en plus risquer une contamination les racines des microgreens peuvent contaminer les plantes elles-mêmes. Et donc ça, c'est gênant parce que les racines, en général, contiennent beaucoup de micro-organismes. Et donc ça, c'est un problème de sécurité alimentaire pour la NASA. Donc, en développant un système comme ça qui sépare la partie racinaire de la partie aérienne, ça nous permet de ne pas avoir ce problème de sécurité alimentaire, et ça nous permet de les récolter plus facilement. Alors, le système blanc, qui est circulaire, se manie comme un moulin à poivre. Donc, on a deux parties, on les fait tourner l'une par rapport à l'autre, et on coupe les plantes directement. Le système noir, le système de gauche, on l'avait appelé la guillotine parce qu'en fait, on a une lame qui passe d'une extrémité à l'autre et qui coupe les petites plantes comme ça. Et ensuite, on a un système de sacs qu'on venait fixer dessus pour récolter les plantes. Et donc, on a testé tout ça en vol parabolique pour voir si nos systèmes fonctionnaient. Donc, vous avez une vue de dessus de notre boîte à gants qu'on a utilisée pendant le vol, avec donc le système blanc là qui est en action, où on venait de couper les petites plantes et elles migraient vers le sac avec un mouvement de rotation. Ensuite, on n'avait plus qu'à fermer le sac et à s'en débarrasser. Et ainsi, on pouvait récolter ces plantes-là. Sur la droite, vous avez un prototype du système de guillotine qui montre en fait comment, avec une lame, on peut réussir à couper ces petites plantes, et ensuite, il n'y a plus qu'à les récolter. Donc, on s'est intéressé à ça aussi, à ce type de plante. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects. Il y a l'aspect, échange gazeux, comment ça se passe, comment les plantes se comportent dans des environnements où la gravité est différente, comment on peut modéliser tout ça pour comprendre mieux ce qui se passe, mais aussi l'aspect ergonomique, si je puis dire, et quand on met des humains dans la boucle, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut réussir à récolter ces plantes sans contaminer toute la station? Et est-ce qu'on peut en mettre rapidement sur la station? Parce que ce type de plante n'a jamais poussé sur la station. Et ce serait d'une grande aide pour les voyages longue durée, les missions longue durée, les voyages longue durée, parce que même si on ne peut pas… Alors, à l'heure actuelle, c'est très dur d'envisager de faire pousser toute la nourriture pendant 6 mois pour un voyage de la Terre vers Mars. C'est ambitieux à l'heure actuelle vu les capacités qu'on a, les capacités en termes de volume, en termes de masse qu'on peut emmener, etc.
Par contre, on peut se dire qu'on aura de la nourriture, toute prête comme sur la station et qu'on agrémentera avec des microgreens et donc à ce moment-là, on peut, enfin, on pourrait avoir un petit système pas très gros qui ferait ça. L'intérêt, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, ils sont vraiment très riches en nutriments, très riches en vitamines et donc ce serait bon, un plus gustatif, mais vraiment aussi un plus, d'un point de vue, physiologique. Les la difficulté qu'on rencontre, sur des missions de 3 ans, c'est que quand on a de la nourriture, préemballée comme sur la station qui reste, enfin, emballée pendant 3 ans, 3 à 5 ans, heu, le taux de vitamines et de nutriments à l'intérieur diminue. Et donc, à la fin de la mission, ça voudrait dire qu'on a des astronautes qui mangent une nourriture qui est moins riche et donc ils peuvent développer des carences. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse vraiment à ces petites plantes, qui permettent de, au moins, assurer l'apport en vitamines. Et ce serait la même chose amener des suppléments de vitamines, ce serait la même chose que de la nourriture préemballée au bout d'un moment. Heu, sur, plusieurs années, les vitamines, se perdent et donc elles n'auraient plus la même substance. Donc là, les plantes, ça permet cette meilleure absorption. On a aussi l'aspect, radiation, hein, avoir de la nourriture qui reste sur Mars, par exemple, pendant 3 à 5 ans, les radiations ne vont pas aider, la dégradation des vitamines. Enfin, elles vont non, elles vont favoriser la dégradation des vitamines, justement. Donc on va avoir une nourriture qui est appauvrie, d'autant plus, si elle reste sur Mars. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'intéresse vraiment à ce type de plantes. Donc maintenant, je vais passer aux applications terrestres de ce genre, de projet. Donc quand je dis ce genre de projet, c'est vraiment, le projet Mélissa. Là, ce sont des applications terrestres qui sont directement, issues de ce qui se fait dans Mélissa. Donc j'en ai parlé, au début, Mélissa, on a plusieurs compartiments, microbiens, un compartiment microalgues, un compartiment plantes, qui permettent de, dégrader les déchets organiques de l'équipage, de les transformer pour avoir des substances que les plantes et les microalgues peuvent utiliser pour produire de la nourriture, pour recycler l'atmosphère, pour recycler l'eau. Et donc toutes ces technologies, elles ont des retombées, terrestres, des applications terrestres. Et donc là, vous voyez sur, la photo, en haut à gauche, un système de traitement traitement d'eau, des eaux de sous-sol qui sont contaminées, au Maroc. Et c'est une technologie, donc c'est sur, pardon, c'est une université, marocaine et j'ai oublié le nom de l'université. Et c'est sur un campus, donc on a, un système qui traite les eaux sur place, et donc ça permet d'avoir de l'eau potable directement, accessible, ce qui n'était pas le cas, avant à cet endroit-là. Donc là, on utilise une technologie Mélissa pour décontaminer, de l'eau. Sur la photo à droite, on a, le système qui s'appelle ciment algues. Donc là, on va utiliser le CO2 issu d'une cimenterie et la chaleur qui est dégagée pour faire pousser des microalgues. Donc on est sur de la récupération, de CO2 pour, production de biomasse. Les microalgues la microalgue en l'occurrence, c'est de la spiruline. Donc la spiruline, ça se mange et on peut faire aussi plein d'autres choses avec. Donc c'est de la valorisation, de CO2, dans ce cas-là. Ensuite, on a sur le traitement des eaux, on a, des technologies directement issues, du projet Mélissa qui permettent, le recyclage des eaux grises de Roland-Garros. Donc les eaux de douche de Roland-Garros sont en fait, recyclées, grâce à des technologies Mélissa. Et sur la station Concordia, en Antarctique, le système, les eaux grises sont aussi recyclées. Donc vous avez, le système de recyclage de Concordia qui est en haut à droite, au-dessus de la photo de Concordia, et le système de recyclage des eaux grises de Roland-Garros qui est en bas à gauche, en dessous du court de tennis. Et en autre, application, il y en a plusieurs, j'ai fait une petite sélection, pour ce soir.
On a donc un prototype de recyclage d'urine sur place. Donc là, c'est la photo en haut à gauche. On est à l'université de Gand en Belgique. On recycle l'urine, on sépare l'eau de l'azote qu'elle contient. L'azote est utilisé pour faire des engrais. Et puis, l'eau va être utilisée comme eau des WC, eau de rinçage des WC. On a sur la photo à droite, vous voyez cette espèce de biofilm rouge, et c'est ce que c'est. C'est une bactérie qui a été étudiée dans le cadre du projet Mélissa. Et en l'étudiant, on s'est aperçu que elle permettait, enfin les substances qu'elles produisent permettent de baisser le cholestérol. Et donc, à partir de là, Mélissa a développé une application pharmacologique, enfin pas Mélissa directement, une compagnie spin-off de Mélissa. On a donc une application pharmacologique avec une substance qui permet de traiter les cas de cholestérol haut. En bas, sur la photo, tout en bas, vous voyez une culture de microalgues, de spiruline. Et donc ça se fait à Algosolis à Nantes. Et c'est aussi avec des technologies développées dans le cadre du projet Mélissa, des technologies de photobioréacteurs. Donc photobioréacteur, donc il y a trois choses dedans. Il y a réacteur, il y a bio et il y a photo. Donc photo, c'est pour la lumière. Et bioréacteur, c'est parce qu'on fait pousser des micro-organismes dedans. Donc toutes ces technologies-là sont développées dans le cadre de Mélissa et on a différentes applications. Donc pour l'instant, vraiment, on a application donc, sur de la nourriture, sur du recyclage d'eau, sur du traitement des eaux, recyclage d'urine aussi, et utilisation, valorisation de CO2. Donc c'est vraiment assez divers, et j'en ai cité que quelques-unes. Tout ce qui est culture de plantes en environnement contrôlé, là aussi on a énormément d'applications terrestres. Donc on est sur des projets, hein, que ce soit ce qui est développé dans le cadre du projet Mélissa ou dans le cadre de la production de nourriture dans l'espace au Kennedy Space Center. On est sur des projets qui bien sûr sont à visée spatiale, mais qui ont énormément de synergie avec la Terre et énormément d'applications. Et dans le contexte actuel, c'est d'autant plus intéressant. Je vais m'arrêter ici. Ça fait un petit moment que je parle en plus. Et donc, je serai ravie d'avoir vos questions et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Lucie. Très intéressant, très fourni. On a peu de questions dans le chat, donc je pense que chacun va poser ses questions telles qu'il le souhaite. Très bien. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous voulez que je les prenne dans le chat, sinon? On les prend dans le chat? oui, on peut les prendre dans le chat aussi, oui, ou les poser. Alors, des questions de Richard sur le régolithe lunaire et le régolithe martien, et puis l'effet des radiations sur la croissance des plantes. Oui, le régolithe que vous avez utilisé, il est amendé par des nutriments ou pas? Alors, donc moi personnellement, dans les groupes dans lesquels j'ai travaillé, on n'utilise pas de régolithe martien. Enfin, à la NASA, ils ont fait quelques tests, ils ont abandonné parce que le simulant n'allait pas. Mais de ce que je sais, les régolithes, les simuli de régolithe martien qui existent à l'heure actuelle n'ont pas de perchlorate. Donc c'est pour ça que je parlais de la chimie qui est un problème, c'est qu'on ne recrée jamais exactement
l'environnement martien. Et au-delà des perchlorates sur Mars, on a aussi dans certaines régions un taux de sodium qui est très important. Donc ça poserait problème aussi. Si on a un Oui. sol qui est trop salé, on ne va pas réussir à l'utiliser. Et Ça donc veut ça, dire qu'il pardon. faudra sélectionner le terrain où on fera les plantations. Voilà, le sélectionner ou le laver. Le laver. On peut, alors pour les perchlorates, on peut imaginer le laver. Il y a aussi des projets qui existent, notamment, vous devez tous connaître Cyprien Verseux, qui travaille à Brême, au Haute-Sarme, et qui fait donc beaucoup de choses sur les microalgues, les cyanobactéries, pardon. Sur les cyanobactéries, et il utilise des cyanobactéries pour transformer le régolithe martien enfin ça c'était un de ses projets, transformer le régolithe martien en substance qui serait non toxique pour les plantes, qui pourrait être utilisable par des plantes. Oui, la question suivante, c'était sur l'effet des radiations sur les plantations. Il y a deux écoles. Il y en a qui disent que ça ne tuera pas les récoltes, il y en a d'autres qui disent que si. Alors, il y a quelques tests qui ont été faits. Elles sont plus résistantes que nous, ça c'est sûr. Donc, si on envisage d'avoir une serre où les gens viennent dedans, il faudra de toute façon se protéger. Mais les tests étaient assez encourageants sur les plantes qui étaient beaucoup plus résistantes. Maintenant, je ne suis pas au courant des derniers résultats. Et Lucie, est-ce qu'on pourrait faire la différence entre les plantes destinées à la consommation et les plantes destinées à la reproduction? C'est-à-dire, on pourrait utiliser plutôt la lumière naturelle dans une certaine mesure pour les plantes destinées à la consommation, et on mettrait à l'abri les plantes destinées à la reproduction. Oui, ce serait c'est une option. Ça permettrait de pas avoir trop de problèmes d'un point de vue génétique. Après, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra de temps en temps renouveler la diversité génétique. Il faut amener des nouvelles graines de temps en temps, parce que au bout d'un moment, si on utilise toujours les graines qui sont issues de la même plante ou de juste un groupe de plantes, on va avoir un appauvrissement et on va avoir des problèmes aussi. Oui, parce que utiliser l'énergie du soleil, bon, ça serait peut-être pas suffisant compte tenu de certaines saisons où l'ensoleillement sera tout à fait insuffisant, mais ça permettrait quand même de faire des économies d'énergie. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, il faut tout ce qu'on peut utiliser, il faudra l'utiliser. Oui, il est clair, on avait fait des calculs. Si on utilise de l'énergie, enfin la lumière artificielle, ça consomme des quantités d'énergie phénoménales pour nourrir une population. Ah oui, c'est très important. Ou alors une alternative, ça serait aussi d'utiliser indirectement l'énergie naturelle, c'est-à-dire on capterait par exemple la lumière naturelle par des lentilles de Fresnel, on l'amènerait à l'intérieur et on éviterait peut-être les radiations. Oui, il y a un projet comme ça qui avait été testé au Kennedy Space Center avec des fibres optiques. Donc, ils l'avaient mis sur le toit, ils captaient la lumière et ils enlevaient la lumière infrarouge avant de le transmettre aux plantes. Donc, on peut envisager comme ça de sélectionner la partie du spectre qu'on veut envoyer. En enlevant l'infrarouge, ça évite de chauffer trop. Oui, parce que là, c'est aussi quelque chose dont tu n'as pas parlé, mais c'est aussi intéressant, c'est de choisir le spectre. C'est-à-dire, si on utilise le bleu, on a plus de volume, je crois. Alors, le bleu, si mes souvenirs sont bons, avait tendance à raccourcir les plantes, mais à les faire un peu plus épaisses. Donc, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça. C'est ça que je pensais. Oui. Et ça joue aussi sur le goût. Les longueurs d'onde vont jouer sur le goût des plantes. Notamment, je parlais des piments de la station tout à l'heure. Donc, on a réussi à faire pousser ces piments dans le Advanced Plant Habitat, qui n'est pas très grand. Il doit faire, je pense, 30 cm de hauteur maximum, si mes souvenirs sont bons.
Et pour arriver à ça, mes collègues ont fait des tests pendant 2 ans, et notamment sur la lumière. Ils ont joué sur le spectre de lumière pour avoir des plantes qui ne grandissent pas trop, donc faire des piments nains. Sinon, c'est des plantes qui deviennent très très grandes. Oui, c'est ça. On aura intérêt à privilégier la masse par unité de volume plutôt que la taille, évidemment. Voilà. On a une question, est-ce que la nourriture obtenue par ces plantes comporte suffisamment d'oligo-éléments, chrome, fer, fluor, iode, cuivre, sélénium, zinc? Oui, alors donc j'imagine que la méthode, c'est l'hydroponie. En fait, elles vont donc capter ce qu'on leur donne. Donc il suffit d'adapter la solution nutritive à ce dont les plantes ont besoin et ce qu'on veut avoir pour avoir les oligo-éléments, les minéraux, les vitamines qu'on veut. Et on pense trouver dans le rigolithe martien de surface, est-ce qu'on pense trouver tous les éléments chimiques qu'on utilise, nous, pour la croissance des plantes? Ou alors est-ce qu'il faudra faire pas mal de transformations pour obtenir des molécules qui seront utilisables? Alors Parce que, déjà, il n'y a pas de molécules organiques. bah oui, Donc tout ça, il faudra l'ajouter. Pour Donc faire tout ce des qui est... engrais azotés. Voilà. ouais. Ça, il Donc, faudra avoir une petite unité de production d'engrais, de molécules organiques à côté, quoi. voilà, et donc ça peut se faire en recyclant. Donc je vois une question sur est-ce que ce qui était dans le The Martian était complètement irréaliste. Ça rejoint cette question. En fait, l'idée de base est bonne parce que on utilise les déchets de l'équipage qu'on mélange à du sol pour faire pousser des plantes. Donc l'idée de base est bonne. Après, c'est la mise en œuvre qui était un petit peu irréaliste. Sur plusieurs aspects. Déjà, si on prend directement des fessas et qu'on ne les composte pas, on peut se retrouver avec des problèmes de pathogènes. Le régolithe, il a été utilisé tel quel alors qu'il aurait fallu enlever les perchlorates et éventuellement le sel. On avait un problème de lumière aussi dans le film parce que la lumière qui était disponible dans son habitat était trop faible pour faire pousser toutes les plantes qu'il avait. Je crois que d'un point de vue eau, on était aussi vraiment en dessous de ce dont il aurait eu besoin. Donc voilà, l'idée était bonne, la mise en œuvre pas réaliste. Il y avait aussi une différence de pression parce Oui. que on entrait au sortait avec une bâche en plastique en poussant une bâche en plastique. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Il y avait une question également sur les plantes médicinales. Alors, les plantes médicinales. Alors, pas que je sache pour l'espace. Par contre, tout ce qui est plantes aromatiques, oui. Et souvent, les plantes aromatiques sont un peu médicinales. Je pense notamment à la sauge, par exemple. La sauge, ça fait partie des plantes qu'on a testées au Kennedy Space Center, si je ne dis pas de bêtises. On est plus sur des plantes aromatiques parce que on est toujours dans la recherche de la diversité au niveau goût et d'avoir des goûts qui soient vraiment différents et qui puissent apporter une variété pour que les astronautes ne s'ennuient pas de ce qu'ils mangent. Les plantes médicinales, ce serait une très bonne idée. Je ne suis pas sûre. À ma connaissance, c'est pas étudié activement, mais c'est sûr que ça fait partie des plantes qu'il faudra avoir. Tout à l'heure, tu as parlé des plantes qui ont un goût marqué, un goût plus fort, pour qu'on puisse sentir quelque chose finalement plutôt que rien. Mais ces plantes qui ont un goût plus marqué que les autres, est-ce qu'elles ne sont pas aussi plus corrosives que les autres pour l'organisme? Alors ça, c'est une très bonne question, mais je ne sais pas. Parce que Je ne sais par pas du tout. exemple, Ouais. on peut manger un petit peu d'ail, mais si on mange Mm. une gousse d'ail entière, Oui. ça peut avoir des effets sur l'œsophage, par exemple. Oui, il paraît que c'est très bon pour le cœur. Oui, Alors, c'est peut-être. Voilà, les piments, c'est pareil. Si on en mange trop, on peut se brûler la bouche aussi. oui. Euh,
Je ne sais pas exactement. Ça, c'est comme la douleur qui, pour le corps, est un signe de danger, en fait. Et Eh oui. la force du goût, c'est aussi ça. Ça peut être ça. Moi, j'avais des questions sur la réaction des plantes, comment se comportent les plantes dans un environnement spatial où il y a de l'apesanteur et puis il y a une perte de référence par rapport au cycle jour-nuit. Comment se comportent les plantes, comment elles poussent dans une direction plutôt qu'une autre, par exemple, dans un contexte d'apesanteur. Et puis tu as évoqué que les plantes dont tu as parlé croissent en 7 à 14 jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans l'espace, 7 à 14 jours? Est-ce que c'est les mêmes durées que sur Terre, dans la mesure où on n'a aucune référence de cycle diurne? Ouais. C'est une bonne question. Alors, sur l'orientation des plantes, il y a plusieurs choses. Il y a le gravitropisme, le phototropisme, il y a aussi l'hydrotropisme et le chémotropisme. Donc, c'est vers quoi les plantes vont tendre. Donc, le gravitropisme, c'est la direction des plantes dirigée par la gravité. Les racines ont un gravitropisme positif, elles vont dans la direction du vecteur gravité. La partie aérienne des plantes ont un gravitropisme négatif, elles vont dans la direction inverse. Donc sur Terre, naturellement, on va avoir les racines qui vont vers le bas et les tiges qui vont vers le haut. Quand on enlève cette dimension gravité, on se retrouve, donc, en orbite basse par exemple, on se retrouve avec des racines qui vont dans toutes les directions. Mais ce n'est pas gênant pour l'absorption de nutriments parce que les plantes poussent de manière normale, si ce n'est leur forme. Maintenant, pourquoi est-ce que les plantes que je vous ai montrées avaient une forme assez classique? Bon, si on regarde, je vais revenir sur les piments quand même, juste pour vous montrer, parce qu'il y a quelques petites choses qui sont à noter. Voilà, donc les piments, si vous voyez, bon, bien sûr, les fruits sont un peu flottent, on voit qu'ils flottent. Si vous aviez des plants de piments chez vous, ils seraient beaucoup plus droits. Là, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils s'étaient un petit peu mis en boule, si je puis dire. Mais d'un point de vue général, ils allaient vers le haut. Alors, ils allaient vers le haut parce que la lumière était en haut. Donc là, c'est le phototropisme qui prend le dessus. Et donc, les plantes qu'on fait pousser dans l'espace iront toujours dans la direction de la lumière. Et donc, c'est pour ça qu'on a des plantes qui ont finalement une forme assez caractéristique. J'ai parlé aussi de l'hydrotropisme et le chémotropisme, c'est la capacité, en fait, d'être, enfin, pas la capacité, le fait que les racines vont être attirées par l'eau, hydrotropisme, ou par certains nutriments. Donc, c'est pour ça, on va parler de chémotropisme. Il y a des expériences qui ont été faites et vraiment les racines vont se diriger vers l'endroit où il y a le plus de nutriments et le plus d'eau. Donc ça, c'est pour la forme et les différentes choses qui attirent les racines ou les tiges. En termes de jours, donc là, sur les plantes qui poussent sur la station dans APH ou dans Veggie, on peut choisir de leur mettre, par exemple, 16 heures de jour, 8 heures de nuit ou 12 heures, ça dépend. Il me semble que les piments avaient 16 heures de jour, 8 heures de nuit. Donc, comme on est sur de l'éclairage à LED, les jours sont définis par les LED qui sont allumées ou éteintes. Et comme on est sur un cycle de 24 heures sur la station spatiale, on restait sur des cycles journaliers terrestres classiques. Maintenant, quand on parle d'aller sur Mars, là, je pense que ça dépendra aussi de comment les astronautes se calent, s'ils se calent sur des jours martiens ou sur des jours terrestres, sachant que les plantes vont s'adapter dans tous les cas. Même si on leur met des jours qui sont un petit peu plus longs, ça ne va pas les déranger. Il y a certaines plantes qui arrivent à pousser avec 24 heures de lumière, c'est rare, hein, mais certaines n'ont pas besoin de pause.
La plupart du temps, elles ont besoin d'une petite pause. Donc, 20 heures, ça va être le maximum de lumière qu'on peut leur donner par jour. Mais en général, oui, on est sur du 12 à 16 heures de lumière par jour. Il y avait une autre partie de question que j'ai oubliée, je crois. Bon, c'était sur la durée de croissance, D'accord. effectivement, dans 7 à 14 jours, par exemple, pour Ah oui. celle dont tu as parlé. Est-ce qu'on constate la même chose dans l'espace, quoi? Alors, 7 à 14 jours, donc là, on est sur des jours martiens, des jours terrestres. Les microgreens n'ont pas encore poussé dans l'espace. Donc, ça, je ne peux pas répondre Ah, si d'accord, la d'accord. croissance est la même. Ouais. Nous, on a, le vol qu'on a fait là, c'était une expérience préliminaire. Enfin, nous, on voulait démontrer qu'on arrivait à utiliser les systèmes qu'on avait développés. Et si on veut un jour les faire pousser dans la station, il faudra avoir ce genre de système. Donc, c'est un petit peu une étape, une étape préliminaire. Et Lucie, qu'en est-il de la saisonnalité? Parce que quand on fera pousser des plantes qui sont sensibles à l'évolution, à la succession des saisons, il faudra peut-être non seulement régler la longueur de l'ensoleillement ou de l'équivalent, mais aussi peut-être l'intensité de l'ensoleillement, non? Pendant les heures où il y aura de la lumière. Oui, alors là, il y a énormément de choses qui sont faites en environnement contrôlé. Il y a tout un pan de recherche, même pas du tout appliqué à l'espace, hein, mais qui concerne la culture des plantes en environnement contrôlé, où il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la lumière, sur même simuler un lever, un coucher de soleil. Alors, sur les plantes qui ont besoin de saison, moi, je pense aux arbres. Et à Kennedy Space Center, il y a une dizaine d'années, ils avaient fait des recherches sur un prunier nain, donc qui avait été sélectionné pour être petit. Et ils avaient réussi à le faire pousser et avoir des fruits en moins d'1 an. Donc là, on est sur vraiment de la plante très petite, mais qui permet quand même de faire pousser des prunes rapidement. Et donc ça, c'est intéressant, c'est très intéressant pour les applications spatiales, parce que ça veut dire qu'on peut amener d'autres types de fruits et qu'on peut les faire pousser rapidement en sélectionnant bien les plantes. Je ne sais pas s'ils avaient fait des choses sur les cycles saisonniers. J'imagine, parce qu'ils sont quand même sensibles, mais je ne sais pas exactement les détails. Tu as mentionné aussi les organismes opportunistes, là, le développement incontrôlé de champignons, de spores. Est-ce que c'est intrinsèque ou est-ce qu'on peut contrôler ça au départ, Alors, en sélectionnant les graines ou je ne sais quoi? oui, on fait tout pour contrôler ça au départ, hein. Toutes les graines qui sont envoyées sont stérilisées. Donc, il y a une méthode de stérilisation qui ne tue pas les graines, mais qui enlève tous les micro-organismes qu'on peut trouver dessus. On stérilise aussi je vous ai parlé des petits graviers qui sont à l'intérieur, que ce soit veggie ou APH, tout est stérilisé. Donc, ce qui monte sur la station, c'est des graines et un substrat qui ont vraiment une quantité de micro-organismes qui est très, 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 très faible. Maintenant, la station, c'est un environnement qui a des germes partout parce qu'il y a des gens dedans. Donc, il suffit, et Veggie est un système qui est ouvert. Donc, je montrais, ce que j'avais montré, c'était dans Veggie. Et c'est un système ouvert, donc les champignons, les bactéries, tout ça peuvent rentrer. Et c'est ce qui s'est passé là. Il y avait les bonnes conditions, il n'y avait pas assez d'air, il y avait beaucoup d'eau. Et donc, ils en ont profité. Et voilà. Et donc, le problème, c'est qu'une fois qu'on a les spores qui sont présents dans le système, c'est très dur à nettoyer. C'est pour ça qu'il faudra peut-être entrer dans les serres, si on y entre, qu'après être passé par un sas, en fait. Voilà, oui, ça c'est fort possible. Et il y a une chose que tu n'as pas abordée, parce que tu n'as pas eu le temps, bien sûr, c'est la différence de pression. Il paraît que les plantes acceptent une pression plus basse, mais…
Qu'en Elles est-il? peuvent, oui, elles peuvent aller jusqu'à une pression beaucoup plus basse. Et alors là aussi, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites en hypopression, dans des chambres Hypobar, enfin, hypobariques. Ouais. ouais. Alors, ce qui les gênait avant ce qui était limitant, c'était la pression partielle en oxygène. Donc ça, ce qui est pas Oui, ça peut être voilà, corrigé. ça paraît logique, mais ils arrivaient à descendre à une pression partielle d'oxygène qui était très très basse, et je me demande si on n'était pas sur du 2 kilopascal ou quelque chose comme ça. C'était assez bas. Parce que Euh, l'intérêt, évidemment, c'est d'avoir des parois de la serre qui sont moins épaisses ou moins. En fait, on n'a pas besoin d'assurer une pression aussi oui, importante que dans l'habitat, quoi. oui, ça ce serait. C'est pour ça qu'il y a ce genre de recherche. Oui, ça ce serait vraiment très intéressant. Mais oui, elles peuvent supporter une pression beaucoup plus basse. Maintenant, encore une fois, si on a des gens qui doivent venir, il faudra pouvoir gérer ça. Mais selon ton avis, si on mettait en place effectivement dans un voyage vers Mars des systèmes de production de plantes, est-ce qu'il y a un risque de perte d'équipage, par exemple, de perte de la mission par développement incontrôlé de germes ou d'organismes opportunistes? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Ça, c'est la hantise de toutes les agences spatiales. Et notamment, il y a des organismes qui se développent dans l'eau de la station, par exemple. Ils ont trouvé certaines bactéries qui n'ont rien à faire là-bas, Oui, qui se mais développent. Voilà. grâce à la station spatiale, on a quand même une longue expérience Oui. qui peut nous donner confiance. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc oui, dans tous les cas, ils se développent maintenant. Je pense que si on a des cerfs et des gens, il y aura des bactéries et des champignons qui se développent. Ce qu'il faut mettre en place, c'est des bonnes mesures pour empêcher que ça se développe trop et d'être capable de les confiner à un certain endroit. Mais après, moi, je suis pas biologiste ou microbiologiste, donc je ne sais pas dans quelle mesure ces bactéries peuvent muter avec les radiations notamment, peuvent se développer rapidement, muter et devenir pathogènes pour l'humain. Mais c'est envisageable, hein. Maintenant, je ne sais pas. Voilà. Donc, La quelle est la probabilité? probabilité qu'un tel événement Voilà. se produise dépend effectivement de la durée, mais également du volume de matière vivante concernée. Oui. Ça n'a aucun rapport avec le volume de la surface de la Terre, par exemple. C'est tout petit, c'est une quantité de matière vivante faible. Donc, le taux de mutation productive va être très, très faible. Oui, mais il y a quelque chose sur le quoi tu avais insisté, Lucie, à la présentation Mélissa 2018, c'est l'effet tampon. Parce qu'en fait, on est dans un tout petit volume et tout dérèglement va avoir des répercussions très importantes qui ne seront pas diluées, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Comme on est dans un environnement qui est vraiment petit et confiné et qu'on essaye de contrôler, si on a la moindre perturbation, on va perturber tout l'écosystème. Et donc ça peut être, on pourrait perdre tous les organismes. On pourrait se retrouver dans une espèce d'emballement qui serait incontrôlable et irrécupérable. C'est pour ça qu'on essaye de partir sur des technologies et des procédés qui sont robustes et qui sont fiables. Donc, on fait tous ces tests, tous ces modèles en laboratoire avant pour être sûr d'avoir des systèmes qui vont pouvoir tenir sur ces missions dans l'espace. Mais effectivement, si on a la moindre perturbation, on est très, très sensible à ça parce qu'on n'a pas cet effet tampon de la Terre.
Et est-ce qu'il n'y a pas un problème de certification, en fait, dû à ça? Parce qu'on peut penser que c'est robuste, mais est-ce que c'est certifiable? C'est ça le problème, peut-être. Parce que dans le spatial, on veut que ce soit certifié. Oui, alors on a tout ce qui est les Technology Readiness Level qui permettent de savoir à quel niveau est notre technologie. Donc, on a les premiers niveaux qui sont les démonstrations en laboratoire, prototypes, etc. Et puis, on va jusqu'à le Flight Readiness Level et Flight Demonstration. Et là, on peut dire qu'on est certifié. Mais une techno ne volera pas si elle n'a pas un TRL de 9, qui est la plus haute. Ce n'est pas qu'une question de TRL, hein. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. La certification des softwares, par exemple, on doit envisager tous les cas possibles et de manière exhaustive quasiment. Or là, je pense qu'on n'est pas capable de certifier qu'on a envisagé tous les cas possibles et par conséquent, on pourrait avoir un problème de certification du système. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait un nombre infini pratiquement d'heures d'essais pour pouvoir estimer que c'est robuste suffisamment, quoi. Oui, mais ce que tu dis là existe aussi dans le domaine technique. Un moteur, on fait un nombre d'essais N qui n'est pas infini. On certifie sur la base d'un nombre d'essais limité. Très bien. Il est 21h30. Oui, aussi. Alors, je veux juste. Ouais. Est-ce que je peux juste dire. 0G ou pas? Oui, j'ai fait le vol 0G, oui. On en a fait 3. C'est très matière, c'est facile ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai fait là côté américain et pendant ma thèse, je l'avais fait côté français. Donc, j'ai pu voir les différences. Mais là, ce qui a beaucoup changé, c'est que notre système n'était pas du tout automatisé. Donc, en 2G, on avait les mains dans la boîte à gants et il fallait qu'on prépare des choses. Et ensuite, on a fait des paraboles lunaires et martiennes aussi. Ah ouais. On a fait 2 martiennes et 3 lunaires. Ils les font au début pour préparer en fait à la phase microgravité. Et donc là, c'était très intéressant aussi parce qu'on s'est rendu compte que nos petites plantes, même en gravité lunaire, elles flottaient. Enfin, elles mettaient tellement de temps à tomber qu'en fait, elles flottaient encore. Donc ça, on n'y avait pas forcément pas réfléchi comme ça. Mais oui, c'est bien. Tu as réussi à travailler de façon efficace ou... Oui, ce qu'il faut, c'est pas bouger la tête. C'est rester vraiment, vraiment droite parce que le moindre mouvement vers le bas ou brusque sur le côté, ah oui, ça c'est terrible. Juste sur la certification, donc il y a un système qui s'appelle Alice Advanced Life Support System Evaluator qui est développé dans le cadre du projet Melissa et donc qui permettra à terme de comparer des systèmes support vie basés pas seulement sur la masse, le volume, l'énergie et le temps d'équipage, comme c'est le cas pour le Equivalent System Mass de la NASA. Là, les critères Alice, on a donc ces critères-là, mais on a aussi tout ce qui est risque pour les humains, on a efficacité, durabilité et fiabilité. Donc, on a 4 critères en plus. Et donc, évaluer des systèmes support vie avec ces critères et pouvoir aussi utiliser ça pour faire des modélisations assez poussées de toute une boucle comme ça, enfin tout un système support vie en entier. C'est ce qui est derrière le projet Alice aussi. J'avais une dernière question plus polémique. Tu nous as présenté beaucoup de choses finalement autour de l'Europe et des États-Unis. Ouais. On sait ce que font les Chinois? On sait, et c'est vrai, bon là c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que je me suis concentrée sur les travaux. Avec un médecin du spatial dans une réunion et il me disait qu'il faisait plein de recherches. Dont une partie, il ne savait pas trop, avec des radiations et tout, et il ne savait pas trop ce qu'il faisait, que c'était un peu... Eux, ils faisaient vraiment sans limite. Oui, alors on sait sur ce qu'ils nous disent, mais moi j'ai pas de insider information, mais par exemple sur ce qui est système support vie biorégénératif, ils ont quand même eu une équipe de 3 personnes qui est restée pendant 1 an enfermée en cycle quasi fermé. Donc voilà, là ils sont très très avancés là-dessus, le Lunar Palace.
Ils ont dit qu'ils voulaient aller sur Mars et sur la Lune aussi. Donc, Oui. Donc ils y vont. Je crois avoir lu que sur la Lune, il y a un atterrisseur chinois qui a embarqué quelques graines pour un petit essai pour les faire pousser, il me semble. Oui, les plantes de coton. Oui, ça doit être ça. Ouais. Alors, effectivement, elles ont germé, mais elles sont mortes tout de suite après parce qu'elles ont été en contact avec le vide. Et après, ils enverront des ouvriers ouïghours pour faire la récolte du coton. Malheureusement. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'était passionnant. Oui, absolument. Ouais. Merci pour votre attention pendant toute la présentation, d'être resté jusqu'au bout et pour la discussion après. Merci beaucoup. C'était solide, hein, c'est bien. Ouais, vraiment bien. On est fiers de toi. Merci beaucoup, Lucie. Je crois que apparemment tout le monde a trouvé ça absolument passionnant. Merci. Tout plaisir était pour moi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci.